J'ai enregistré le webinaire ce matin. Il y a certaines personnes là, qui ne pourront pas être là. Je vais vous envoyer l'enregistrement par la suite. Euh, Excellent. Donc, je vais commencer tranquillement. Il y a encore des gens qui s'ajoutent. Bon, je vais attendre encore un petit peu, jusqu'à 31, 32 à peu près. Bon, ben, je me lance. OK, j'ajouterai au fur et à mesure. Alors, ben, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille avec Justine Etier, qui est ma directrice pour Signature Bois-Laurentide. On est une équipe de deux. Ceux qui ne connaissent pas Signature Bois-Laurentide, je vais faire un petit tour vite, vite, là. Nous, on a été créés dans le cadre de la démarche Accor du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Notre but, là, c'est vraiment notre slogan dit bien, là, c'est propulser, outiller et valoriser les entreprises du secteur forestier et de la transformation du bois. Il y a certaines d'entre vous qui étaient là, je crois, au colloque Municipalité Forêt Privée qu'on avait organisé en octobre 2024. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là, ben voilà, on est Signature Bois-Laurentide. C'est nous qui organisons ce webinaire-là à la suite du colloque. Donc, c'est vraiment une suite logique, là, ce qu'on avait vu au colloque en octobre. Euh, c'était c'était surtout, on invitait le monde municipal à réaliser le rôle qu'il joue. Donc, c'est un rôle déterminant dans le développement, l'occupation et la conservation en forêt privée. Et puis, je pense que l'intérêt de tous, il y avait de l'intérêt pour une suite des choses. Je pense que les gens réalisaient là, que vraiment, oui, c'est vrai, le monde municipal a un rôle à jouer, puis la forêt privée, euh, il y a davantage il y a on a beaucoup de connaissances là, à aller chercher là, dans la forêt privée, l'aménagement, comment c'est fait. Fait que c'est pour ça qu'avec l'Agence régionale de mise en valeur de la forêt privée des Laurentides, Benoît Couture, là, qui est avec moi ce matin, on a décidé de faire ce webinaire-là et d'organiser une visite terrain le 5 février. Mais là, bon, là, on est au webinaire. Je vais passer la POC à Benoît. Là, il y a un petit changement ce matin. Là, c'était supposé être Julie Venn, qui est ingénieure forestière à l'agence, qui était censée faire la présentation, mais là, il y a eu un empêchement majeur. Donc, c'est Benoît qui va faire la présentation ce matin. Benoît, je vais te laisser te présenter, puis ensuite, je vais te permettre de partager l'écran, D'accord. la présentation. Bon, bonjour tout le monde. Benoît Couture, je suis directeur de l'Agence des forêts privées des Laurentides depuis un petit peu plus que 3 ans, mais je suis aussi directeur de l'Agence des forêts privées de la Naudière depuis plus de 20 ans, là. Fait que ça fait longtemps que je travaille en forêt privée. Je connais plus la région de la Naudière. Laurentide, je commence à la connaître un petit peu plus. Je suis ingénieur forestier depuis 2001. Dans le fond, l'objectif un peu avant de commencer la présentation, l'objectif du webinaire, ben, c'est d'essayer de faire mieux comprendre au monde municipal les types de travaux possibles en forêt privée, mais aussi faire reconnaître un peu l'agence, son mandat, son rôle, etc. Fait que moi, je vais surtout vous parler des travaux sylvicoles qui sont réalisés dans le cadre de nos programmes. Fait que ça représente seulement une partie des travaux sylvicoles qui sont réalisés en forêt privée, là. Fait que dans le fond, quand vous avez des demandes de permis, ben, ça se peut que ça soit des travaux qui sont dans le cadre de nos programmes, mais ça se peut aussi que ce soit des travaux qui sont hors programme, ça veut dire qui ne nous concernent pas nécessairement, là. Ben, c'est sûr que
un webinaire, là, le temps est assez limité, là, fait que vous ne sortirez pas d'ici comme des experts en foresterie, là. C'est plus vraiment un survol pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de connaissances quand vous avez des demandes de permis ou quand vous tâchez vous essayez de comprendre un peu mieux votre volet réglementaire là, qui est relatif à l'abattage d'arbres. Là. Fait que dans le fond, c'est tout ça pour dire que ça se peut que je déborde un peu d'1 heure et demie. Ça va dépendre aussi surtout des questions qu'on va avoir. Moi, dans le fond, je suis disponible là, après. Là, je peux rester en ligne là, avec ceux qui sont aussi disponibles. Parlant des questions, moi, ça ne me dérange pas d'avoir des questions au fur et à mesure de la présentation. Fait que n'hésitez pas, faites juste lever votre main, là, puis soit moi ou Karine, là, on va vous donner la parole là, pour vos questions. Fait que je vais commencer à partager mon écran, Karine. Là. Ouais, je te... Parfait. Tu devrais être capable de partager ton écran, Benoît. Est-ce que vous la voyez? De mon côté, oui. Oui, OK. Voilà. Fait que Benoît, juste ça me rappelle, si jamais tu vois des gens dans la file d'attente, de ne pas oublier de les admettre au webinaire. Ouais, ouais. Je vais essayer d'être vigilant. Là. Ouais. Parce que là, je fonctionne, j'ai comme deux écrans. Là. Je suis un petit peu mélangé. Où je regarde les deux écrans en même temps. Euh, donc, c'est ça. Dans le fond, je vais commencer tout de suite avec vous parler un peu de l'agence. C'est quoi cette bébête-là? Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de nous. Écoutez, dans le fond, en 95, il y a eu un sommet sur la forêt privée qui a réuni le monde municipal, qui a réuni des organismes représentants de producteurs forestiers, qui a réuni aussi l'industrie forestière puis le gouvernement du Québec. Avant, les agences et les programmes d'aide dans la forêt privée étaient gérés directement par le gouvernement du Québec, par le ministère des Ressources naturelles et des forêts, là, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais en 95, il y a eu une volonté là, des quatre partenaires de soit protéger, mettre en valeur la forêt privée, favoriser l'aménagement durable en forêt privée. Puis aussi, il y avait un volet de développement économique des milieux ruraux. Là. Il y a certaines régions en particulier où le rôle de la forêt privée est assez important là, au niveau économique. Là, euh, euh, fait que c'était les principales préoccupations en 95. Puis, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises dans le cadre de ce sommet-là. Ils ont décidé de régionaliser la planification puis la mise en valeur, régionaliser les programmes. Fait que dans le fond, au lieu d'avoir un programme pour l'ensemble du Québec mur à mur, bien, ils ont décidé de permettre de régionaliser les programmes à travers du Québec. Ils ont décidé d'un mode de partage du financement des programmes d'aménagement forestier. Ils ont décidé du partage des budgets par région. Et ils ont créé les agences, c'est-à-dire qu'ils ont créé, dans le fond, une agence par région administrative. Tous les critères de création des agences, de constitution des agences ont été instaurés dans la loi sur les forêts de l'époque. Il y a une MRC par région qui a été un peu le porteur de ballon là, pour la création des agences. Fait que ça s'est fait, ça s'est concrétisé en 96 dans la région des Laurentides. Euh, dans le fond, dans la loi, la mission principale qui est inscrite dans la loi sur les forêts, ben là, ça s'appelle plutôt la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Mais la mission de l'agence est orienter puis développer la mise en valeur des forêts privées. Quels sont nos principaux rôles? C'est
la gestion des programmes en forêt privée. Fait que quand le gouvernement du Québec crée des programmes en forêt privée, ben, il délègue la gestion à chacune des agences régionales. Mais il y a quand même, on doit respecter un certain cadre normatif. Fait il y a des activités qu'on peut financer, il y a des activités qu'on ne peut pas financer, puis il y a certains cadres là, normatifs qu'on doit respecter. Donc, nous, dans le cadre de la gestion des programmes, ben, on accrédite des conseillers forestiers qui, eux, desservent leur clientèle ou leurs membres. Ça veut dire des propriétaires forestiers. Nous, on décide de la répartition des budgets entre ces conseillers forestiers-là. Fait qu'eux, ils ont une enveloppe annuelle pour desservir leur clientèle. On finance aussi, on organise aussi des activités de formation, d'information auprès des propriétaires. D'ailleurs, là, on vient de lancer un programme de formation euh, pour la fin de l'année 2024-25. Il y a 3 formations qui sont disponibles pour les propriétaires, mais à partir de 2025-26, on va avoir un programme de formation annuel là, qui va comporter à peu près 5-6 formations par année. On fait aussi des études, des portraits, des plans d'action. On a ce qu'on appelle le PPMV, plan de protection de mise en valeur, là, qu'on va réviser d'ici les prochaines années. On doit aussi suivre les investissements publics parce que les programmes, c'est de l'argent public. On doit s'assurer de faire des visites terrain, des travaux qu'on finance. Notre financement de base provient du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, mais il y a une partie de notre financement, je vous dirais à peu près un 10% de notre financement qui nous provient de l'industrie forestière. Ça veut dire que une redevance sur chaque mètre cube de bois qui est acheté en forêt privée. Les usines doivent contribuer au fonds d'aménagement de chacune des régions. Mais on a aussi du financement ponctuel au gré du contexte économique ou du contexte politique. Ben, il y a des programmes qui sont créés par soit le provincial ou le fédéral. Je vous donne un exemple, là, il y a le programme 2 milliards d'arbres là, du programme du gouvernement fédéral qui a fini par aboutir. Ça va être les agences qui vont gérer ça dans chacune des régions. Puis il y a aussi des projets régionaux. Des fois, on collabore avec certains partenaires régionaux là, pour certains projets particuliers. Euh, Maintenant, il y a un lien entre l'agence et le monde municipal? Tantôt, je vous disais là, que le monde municipal, c'était un des partenaires qui a, qui a créé les agences en 1996. Euh, le monde municipal est présent, dans le fond, au sein des agences. Chaque municipalité MRC peuvent devenir membre régulier des agences. Et il y a 4 représentants. Ça veut dire que moi, j'ai 4 administrateurs au sein de l'agence qui proviennent des MRC. J'ai un administrateur qui provient de la MRC Antoine Labelle, un autre qui vient de la MRC des Laurentides. J'ai un administrateur aussi qui vient de la MRC des Pays d'en haut et de la MRC d'Argenteuil. Donc, vous avez des représentants pour 4 MRC. Vous avez aussi un droit de vote puis un droit de présence là, lors de l'Assemblée générale annuelle. Fait que vous pouvez déléguer un représentant par municipalité ou par MRC. Aussi, vous pouvez jouer un rôle au niveau de la reconnaissance des activités de l'agence. Vous pouvez diriger les propriétaires vers nos services. Vous pouvez, exemple, si vous avez des questions d'un propriétaire forestier qui cherche de l'aide ou du support pour aménager sa forêt ou pour mieux connaître sa forêt, vous pouvez le diriger vers l'agence. On peut, à l'occasion, aussi organiser des séances d'information pour vos propriétaires forestiers. C'est sûr qu'on ne peut pas en faire pour les 76 municipalités des Laurentides, mais ponctuellement, on peut participer avec vous là, pour organiser des séances d'information. Puis on peut aussi, des fois, on fournit de l'information aux municipalités qui ont besoin d'informations à plusieurs niveaux, là. L'autre lien aussi qu'on a avec le monde municipal, c'est inscrit dans notre cadre normatif de nos programmes.
les travaux forestiers qu'on finance, il faut qu'ils soient conformes aux règlements en vigueur. Donc, il faut qu'ils soient conformes aux règlements municipaux euh, qui sont en vigueur sur l'ensemble du territoire, là. Donc, le propriétaire qui veut avoir du support de nos programmes, ben, il faut qu'il fasse sa demande de permis pour réaliser ses travaux. Dans le cas où la municipalité a un règlement qui protège la vocation forestière de ces boisés, surtout dans la plaine du Saint-Laurent, ben, nous, ça encourage les investissements d'agence parce qu'on est confiant que ces boisés-là vont rester à vocation forestière dans le temps. Puis, il y a certains règlements aussi qui sont trop restrictifs où ça limite, dans le fond, le déploiement de nos programmes là, auprès de certains des propriétaires du territoire. Il y a un lien aussi entre le schéma d'aménagement et le PPMV. Notre PPMV, c'est un peu, en gros, là, je vais le décrire rapidement, là, c'est une description du territoire, description de la forêt privée, une description des propriétaires forestiers, description des milieux sensibles qu'il y a sur le territoire. Puis on se donne, là, comme n'importe quel organisme, là, on se donne certains objectifs, actions pour répondre à des enjeux en forêt privée. Fait que nous, à la fin du processus et pendant le processus de rédaction du schéma, il faut qu'on s'assure qu'il est conforme aux orientations et aux objectifs de vos schémas. Donc, vous allez solliciter là, les MRC qui sont présentes, là, vous allez solliciter pour la révision du PPMV, puis vous allez aussi solliciter à la fin là, du processus. Le territoire, rapidement, 8 MRC, à peu près 76 municipalités. Il y a 6600 km² de territoire privé dans les Laurentides. Et là-dessus, il y en a environ 4900 constitués de forêts. Fait que, tu sais, le territoire des Laurentides, le territoire privé, là, est quand même constitué de 75% de forêts. On va remettre d'ailleurs ces chiffres-là à jour là, dans le cadre du prochain PPMV, mais ça vous donne un portrait de l'importance, dans le fond, de la forêt sur le territoire privé. Si on compare avec la forêt Une publique. question. Oui. Le type de chauffage à l'église Holy Trinity, c'est à air pulsé, puis c'est électrique, une fournaise électrique. Parfait. Merci. Je pense que c'était pas vraiment une question pour moi, là, parce que je me connais pas tellement en fournaise. On vous demanderait peut-être de fermer votre micro là, pour ceux qui font autre chose en même temps. Euh, Si on fait un parallèle avec la forêt publique, là, il y a environ 12 500 km² de forêt publique. Fait qu'il y a, dans les Laurentides, il y a à peu près 27% de la forêt qui appartient à des propriétaires privés. Sur la carte que vous voyez, là, vous voyez la localisation des conseillers forestiers là, qui sont accrédités par l'agence là, sur le territoire des Laurentides. Euh, Rapidement, description des programmes. C'est quoi nos programmes? Ben, premièrement, c'est une aide technique pour guider les propriétaires dans leur choix d'aménagement, dans la réalisation de leurs travaux. Ça veut dire qu'ils ont un encadrement, un soutien technique d'un ingénieur forestier, de son équipe, technicien forestier et autres, pour l'aider à mieux comprendre sa forêt, mieux comprendre ses possibilités. C'est aussi une aide financière, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des travaux qui ont lieu en forêt, ben, il y a une aide financière qui est offerte au propriétaire pour l'aider à payer une partie des coûts des travaux ou l'aider à rentabiliser les travaux. Mais c'est aussi un encadrement normatif, c'est-à-dire qu'on a des normes, des critères de qualité minimum à atteindre pour que les travaux soient admissibles à notre aide financière. Fait qu'on doit s'assurer aussi du respect des autres ressources dans le cadre des travaux. Un engagement du propriétaire lorsqu'il bénéficie d'une subvention pour faire des travaux, il faut qu'il s'engage à protéger les travaux pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'un propriétaire, exemple, qui fait une coupe sélective, il change d'idée 5 ans plus tard, puis il décide de faire une conversion pour faire un développement résidentiel, ben, il va falloir qu'il nous rembourse les subventions qu'on a versées pour la réalisation des travaux. Fait que c'est un engagement
que le propriétaire a. Fait que c'est un peu pour ça que je vous disais tantôt, quand il y a un règlement municipal qui favorise le maintien des boisés, ben nous, ça nous sécurise un peu dans nos investissements. Euh, Fait que ça, c'est en résumé les programmes. Si je vous donne une idée de ce qu'on a fait comme travaux depuis 2002 jusqu'à 2023, bon, on a reboisé à peu près 2,2 millions d'arbres sur l'ensemble du territoire des Laurentides. On a aménagé à peu près environ 31 000 hectares. C'est moins de 10 de la superficie forestière privée. On dessert environ 135 propriétaires par année. Ça dépend des budgets disponibles. Puis on a versé 28,8 millions d'aides financières là, au total. Ça correspond à peu près à 1,3 million de dollars d'aides financières par année. Les conditions d'admission pour les propriétaires, pour avoir accès au programme, ça leur prend un minimum de 4 hectares. 4 hectares à vocation forestière. C'est-à-dire que si le propriétaire, il y a une forêt, il y a un terrain, exemple, de 5 hectares, il y a 1 hectare qui est réservé, exemple, pour sa résidence, ben, il est admissible parce qu'il reste toujours un 4 hectares à vocation forestière. Un propriétaire qui a 2 hectares de forêt et 2 hectares à reboiser, ben, sous certaines conditions, ben, ça totalise 4 hectares, donc il est admissible à nos programmes. Fait que c'est un peu ça le principe. Faut qu'il détienne un plan d'aménagement forestier pour son boisé. Ça, je vais y revenir tantôt. Ça peut être aussi un plan d'aménagement multiressources. Ça peut être aussi un plan d'aménagement forêt-faune ou un plan d'aménagement euh, à multiressources, ça, je viens de le dire. Et une fois qu'il a son plan d'aménagement, il faut qu'il obtienne son certificat de producteur forestier. C'est une procédure administrative où ces superficies forestières sont inscrites au registre des producteurs forestiers du Québec. Ça veut dire qu'il devient officiellement admissible au programme de l'agence, mais aussi à certaines mesures fiscales là, qui sont disponibles pour les producteurs forestiers. D'ailleurs, sur votre rôle d'évaluation, je me souviens un peu à partir de quelle année, mais c'était progressif. euh, euh, dans le temps. Il y a maintenant une distinction euh, pour les producteurs qui ont leur certificat de producteur forestier de ceux qui ne l'ont pas, là. Ça veut dire que, si je me souviens bien, le code d'utilisation est différent pour les producteurs forestiers, ce qui vous permet aussi d'appliquer, si vous dites, ben, nous, on favorise les propriétaires qui ont des plans d'aménagement forestier, vous pouvez avoir des mesures au niveau de la taxation qui sont différentes pour les producteurs et les non-producteurs. Là. Puis évidemment, mais les propriétaires, il faut qu'il y ait quand même une volonté de mieux connaître son boisé, puis aussi de le mettre en valeur ou de faire des travaux. Là. Je vous donne quelques exemples de plans d'aménagement forestier, des plans multiressources. Ça ressemble un peu à ça. La carte, c'est la pièce maîtresse du plan d'aménagement. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont déjà vu ça. Vous avez en haut, là, à gauche, un plan d'aménagement forestier euh, en milieu forestier, mais il y a quand même une partie, là, c'était peut-être un peu petit, mais il y a une partie là, au sud-ouest là, qui est réservée pour le résidentiel. Donc ça, cette superficie-là est exclue de la superficie à vocation forestière. Fait que la carte du bas, ben, c'est un plan d'aménagement forestier en milieu agricole. Un propriétaire peut être producteur agricole et producteur forestier en même temps. Là. Fait que c'est pas, il peut détenir son certificat pour être producteur agricole et forestier. Dans ce cas-ci, on soustrait toutes les vocations, sa superficie qui est à vocation agricole. Là, si vous voyez, c'est tous les secteurs là, qui sont identifiés avec le A sur la carte, tandis que les secteurs forestiers, c'est les secteurs qui sont identifiés avec des numéros sur la carte. Sur la carte du bas, il y a des secteurs qui sont déjà forestiers, puis il y a aussi là, des coulées agricoles qui sont
il y a quelques arbres qui sont dans la coulée, mais que si le propriétaire a une volonté de reboiser ces coulées, donc c'était considéré comme des vocations, des superficies à vocation forestière. Dans la carte de droite, vous voyez qu'on intègre les milieux sensibles aussi au plan d'aménagement forestier. On intègre, là, vous voyez des milieux humides qui sont identifiés. C'est des milieux humides potentiels, là. Je pense que certains d'entre vous, vous les avez aussi, ces cartes-là. Ça reste qu'il faut faire des validations terrain, mais vous voyez qu'il y a des milieux humides qui sont identifiés. Ils ont même appliqué des zones tampons alentour de ces milieux humides-là. Il y a tous les cours d'eau qui sont identifiés. Souvent, il y a les sentiers, les chemins du propriétaire existant. Il peut y avoir aussi s'il y a des espèces sensibles, menacées ou vulnérables qui sont identifiées sur le plan d'aménagement forestier. Fait que toute la terre du propriétaire est subdivisée. On appelle ça, nous, des peuplements forestiers. Ça veut dire que c'est des secteurs de forêt où la composition euh, est assez semblable pour qu'on puisse faire des regroupements. Exemple, s'il y a un secteur qui est plus une érablière, va être distingué d'un secteur où c'est plus en conifère, par exemple. Pour chaque peuplement forestier, il y a une description. Vous avez 2 exemples là, de fiches. Fait que ça, c'est une fiche qui équivaut à un peuplement forestier. Vous aviez l'appellation du peuplement. Vous avez les principales essences, la densité, la hauteur, l'âge, s'il y a eu des perturbations, quelle est l'origine du peuplement forestier, exemple, ancienne friche agricole. Il y a eu une coupe en 92, par exemple, et l'ingénieur forestier propose des travaux pour ce secteur-là en particulier et identifie, si vous regardez la troisième section à droite, identifie les éléments sensibles. Dans ce cas-ci, là, il y avait une tourbière boisée qui touchait ce peuplement forestier-là. Des fois, ça peut être un lac, un ruisseau, une pente forte. Est-ce qu'il y a des espèces menacées ou autres? Puis dans certains cas, il y a certains conseillers qui font des plans d'aménagement forêt-faune, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des données et des observations au niveau de la présence faunique ou de la présence, exemple, d'habitat qui est favorable à la faune, là, exemple, présence de chicots, obstruction latérale, débris ligneux, présence, exemple, de cygnes, de cerfs de Virginie ou autre, là. Fait qu'il y a aussi des, euh, des recommandations pour la protection de ces éléments sensibles-là qui sont intégrés au plan d'aménagement forestier. Euh, Ça, c'est pour le plan. Maintenant, le rôle du conseiller forestier, je pense que là, souvent, les demandes de permis que vous allez avoir à traiter, ben, ils ne vous sont pas nécessairement transmis directement par le propriétaire. Il peut faire affaire avec son conseiller forestier. Fait, faut faire la distinction. Il y a des conseillers forestiers qui sont accrédités. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent faire des travaux dans le cadre de nos programmes, mais aussi ils peuvent faire des travaux hors programme aussi, là. Il y a aussi des conseillers forestiers qui ne sont pas accrédités du tout. Fait qu'eux, ils font des travaux, la plupart qui font des travaux hors programme, là. Tous les conseillers forestiers ont au moins un ingénieur forestier membre en règle de l'ordre. La plupart d'entre eux ont des techniciens forestiers, certains ont des travailleurs forestiers ou font affaire avec des entrepreneurs, là. Ils s'occupent, eux, de la planification, de l'encadrement, supervision des travaux. Il y a différents types de conseillers. Il y a des conseillers ingénieurs forestiers en pratique privée. Exemple, Benoît Couture, ingénieur forestier. Il y a des firmes de consultants, c'est-à-dire des entreprises. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des organismes de gestion en commun, soit des groupements forestiers ou des coopératives de propriétaires. C'est-à-dire ils sont gérés par un conseil d'administration, par des membres propriétaires forestiers qui se regroupent ensemble pour s'offrir des services. Ça, vous en avez 2 sur le territoire des Laurentides. Vous avez la coopérative Terrabourg qui s'occupe de la section sud, puis vous avez Séraph de Labelle qui s'occupe plus de la section nord des Laurentides. Euh,
Je vais regarder le temps. Il est 10 heures. Parfait, ça va. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Parce que là, je vais rentrer plus dans l'exécution puis dans le type de travaux sylvicoles. Moi, je vois pas tout le monde. Ça va? OK. Euh, Quelles sont les principales étapes dans la réalisation des travaux? Là, surtout, là, je parle des travaux qui sont dans le cadre de nos programmes. Si, après avoir fait faire son plan d'aménagement forestier, qui est un outil de connaissance, hein, ce n'est pas un outil prescriptif, un plan d'aménagement forestier. Ce que je veux dire par là, c'est si dans votre règlement municipal, vous demandez au propriétaire d'avoir un plan d'aménagement forestier, puis que c'est le document qui vous permet de faire l'analyse de la demande de permis, ben, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée, là. C'est pas le plan d'aménagement forestier, c'est un document de connaissance générale, là. C'est des données qui sont prises de façon générale et qui sont pas assez précises là, pour prescrire des travaux. Fait que ça, j'y reviens tantôt. Mais quand le propriétaire, lui, après l'analyse de son plan, il dit, bah, écoute, moi, je serais prêt à faire des travaux dans tel peuplement forestier sur ma propriété, ben, il avise son conseiller forestier. Son conseiller forestier va sur le terrain dans ce peuplement forestier euh, qui a été visé et prend des données d'inventaire forestier, c'est-à-dire qu'il fait des parcelles dans le peuplement forestier, il prend des données sur les arbres, la vigueur, leur hauteur, leur diamètre, leur état de santé, présence de maladies et autres, et va délimiter le secteur qui va être l'objet de travaux. Ensuite, deux étapes qui vont se faire en même temps. Il va vérifier la réglementation qui est en vigueur, que ce soit la réglementation municipale et dans certains cas, certains règlements provinciaux. Va rédiger une prescription sylvicole. Et il va faire signer le propriétaire et il va la signer lui-même. Dans les municipalités où une demande de permis est exigée, bien souvent, c'est ce document-là qui va vous être soumis dans votre, dans le cadre de vos exercices. Fait que la prescription, vous avez un exemple, là, était peut-être un peu flou là, à droite, là, mais ça peut ressembler à ça. Là, on a annoté les principales sections là, qui, euh, qui sont présentées sur une prescription sylvicole. Je m'excuse. La présentation n'est comme pas en plein écran. On voit une petite diapositive suivante. Je ne sais pas si c'est possible de la mettre plus grosse pour qu'on voit mieux. OK. Vous la voyez pas en plein écran? Ben, on la voit au complet, mais c'est-à-dire qu'elle pourrait être plus grosse. Là, on voit une autre petite diapositive à côté pour la suivante qui est peut-être pas nécessaire. Ouais, OK. Hmm. Paramètres d'affichage. Je pense As-tu une dans petite les idée paramètres d'affichage, si vous le mettez en plein écran, ça serait mieux. de cette façon-là? Oui. Ouais, merci. J'ai une question concernant la prescription sylvicole. Est-ce qu'on peut recevoir une prescription sylvicole même s'il n'y a pas eu de plan d'aménagement forestier qui a été fait au préalable? Oui. OK, merci. Oui, parce que, exemple, un propriétaire, c'est sûr que nous, on favorise le plan d'aménagement forestier, là. Mais un propriétaire qui veut pas nécessairement avoir accès au programme d'aide de l'agence ou aux mesures fiscales, ben, il n'est pas obligé de se faire un plan d'aménagement forestier. Il n'est pas obligé non plus d'obtenir son certificat de producteur forestier. Fait qu'il peut seulement demander les services d'un ingénieur forestier pour faire une prescription sylvicole pour une section de sa terre, par exemple.
Ah, ok, je viens de comprendre pourquoi. Là, c'est à cause j'ai deux écrans, fait que je vous diffusais l'écran qui me sert, moi, de support. Là, j'étais comme à l'envers. Euh, Fait que ça, c'est pour la prescription sylvicole. Pendant les travaux, euh, le- au niveau de l'exécution des travaux, le propriétaire a le choix de faire les travaux lui-même. Ça, c'est évidemment s'il a les connaissances, l'équipement et le temps pour le faire. Là, c'est pas écrit, mais il peut trouver son propre entrepreneur ou ses propres travailleurs, ou il peut demander un clé en main de son conseiller forestier. Fait que les possibilités sont, euh, sont, euh, sont offertes aux propriétaires forestiers. Par contre, si c'est des travaux qui sont dans le cadre du programme, ben le conseiller, lui, supervise la qualité du traitement. Il s'assure que les saines pratiques forestières sont respectées. Il s'assure aussi, surtout si c'est dans le cas où c'est ses propres ouvriers ou des entrepreneurs forestiers que lui engage, ben, il s'assure du respect des normes de la santé et sécurité. Puis il s'assure du respect des normes techniques de l'agence, mais aussi du respect de vos règlements. Moi, j'ai déjà vu, par contre, tu sais, des ingénieurs forestiers qui avaient seulement le mandat de faire la prescription sylvicole et non la supervision des travaux. Fait que ça, c'est pas nécessairement l'idéal, mais dans le cadre de nos programmes, même si c'est le propriétaire qui fait le travaux, il faut qu'il soit supervisé par son conseiller forestier. Après les travaux, si c'est le propriétaire qui fait les travaux, il faut qu'il avise son conseiller forestier. Le conseiller forestier retourne sur le terrain, reprend des données. Souvent, il va prendre des données dans les mêmes parcelles qu'il a pris des données à la prescription sylvicole, mais il peut aussi prendre d'autres données à l'extérieur de ces parcelles. Il fait un contour GPS pour mesurer la superficie qui a été faite et s'assure de la conformité des différents normes qui doivent être atteintes. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il rédige un rapport d'exécution. Le rapport d'exécution peut servir aux municipalités pour s'assurer que les travaux qui ont été prescrits par rapport aux travaux qui ont été réalisés, ben, ça concorde. Il peut y avoir des différences, par contre, entre ce qui a été prescrit et réalisé, mais ça peut vous servir, vous dire, pour les municipalités, bon, les travaux ont été réalisés, j'ai le rapport d'exécution. Le rapport de déduction il est transmis à l'agence, puis nous, c'est à ce moment-là qu'on verse l'aide financière. Fait que l'aide financière est versée après les travaux. Je pense qu'on a une question. Oui, en fait, moi, la question que je voulais poser, c'est est-ce on peut exiger dans notre règlement que on ait un suivi par le conseiller le financier, excusez-moi, le conseiller forestier. Donc, est-ce que dans notre règlement pour une coupe sylvicole en milieu privé, on pourrait dire ben, que le suivi doit être fait là, par l'agence ou par Oui. le Ben, pas, forestier? pas- pas par l'agence, parce que c'est pas nous, on gère le programme, mais par le conseiller forestier, oui. OK. Merci. Moi, j'ai vu plusieurs règlements où la municipalité exigeait le dépôt d'un rapport. Euh, Je vais passer à la suivante, là. Puis après ça, je vais essayer de vous décrire un peu les principaux travaux là, qui peuvent être faits en forêt privée. Dans le fond, pourquoi un propriétaire, pourquoi favoriser l'aménagement en forêt privée? Ben, nous, on pense que ben, ça a des impacts sociaux puis des impacts économiques. Ça favorise l'occupation du territoire. C'est-à-dire un propriétaire qui s'occupe de sa terre, ça peut favoriser l'occupation du territoire. Ça augmente le sentiment d'appartenance. Souvent, il y a des propriétaires qui ont des terres qui s'en occupent pas ou qui y vont presque jamais. Ben, nous, on pense qu'un propriétaire qui s'occupe de sa terre, ben, il a un sentiment d'appartenance à la municipalité, à la région. Euh, Ça peut favoriser l'usage multiressources. Il y a plusieurs producteurs forestiers qui font aussi usage de leurs terres pour d'autres activités. On a des bases de plein air qui sont producteurs forestiers. Il y a même des municipalités qui sont producteurs forestiers, des MRC.
On a certains parcs aussi qui sont gérés par les municipalités MRC qui font autant de l'aménagement forestier, qui font de l'aménagement récréatif, là. Il y en a un petit peu partout dans les Laurentides. Ça peut servir de revenu d'appoint là, pour les propriétaires. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui l'exploitation de leur forêt est leur revenu principal. La plupart du temps, c'est un revenu d'appoint ou même des fois un revenu ponctuel, une fois ou 10 ans, par exemple. C'est sûr que aussi l'aménagement forestier, ça favorise l'économie régionale. Tantôt, Karine vous parlait euh, de leur rôle là, qui est plus au niveau de la transformation du bois. Ben, le bois, il provient de quelque part. En particulier, en partie, le bois provient de la forêt privée, là, aux différentes usines là, qu'il y a sur le territoire des Laurentides et ailleurs. Il y a des impacts forestiers aussi. Ça peut améliorer la composition, la santé, la qualité de la forêt. Ça peut améliorer la résilience au changement climatique. Ça augmente aussi la productivité de la forêt et c'est compatible avec le maintien du couvert. Fait que nous, dans le fond, quand on fait des travaux, c'est pour maintenir la vocation forestière, c'est pas pour changer la vocation. Et on peut aussi ça peut être compatible avec les autres activités et les écosystèmes qui sont présents. Là, je rentrais un petit peu plus dans les types de travaux sylvicoles. Il y a différents grands groupes de travaux sylvicoles. Euh, le premier groupe, c'est les activités de remise en production. On pourrait changer le mot par des activités de reboisement. Ça fait que c'est un peu ce groupe de travaux-là que je vais vous décrire. La première activité qu'on peut réaliser, c'est la préparation de terrain. Ça l'aide à rendre le sol propice à la mise en terre et la croissance des arbres. C'est-à-dire que souvent, pas souvent, mais c'est le reboisement, la préparation de terrain, on la réalise sur des superficies qui sont pas régénérées en espèces d'arbres. Par exemple, les friches. Friches agricoles, ça peut être des anciennes coupes totales qui ont été réalisées sur le territoire. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de reboisement dans les années 70 et 80, même des années 60 dans les Laurentides. Si vous avez déjà consulté les vieilles photos aériennes, vous allez vous rendre compte le territoire privé des Laurentides était beaucoup moins forestier qu'il l'est en ce moment. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'agriculture dans le territoire des Laurentides. Puis il y a beaucoup de ces superficies-là qui ont été reboisées dans les années 70 et 80. D'ailleurs, quand on se promène là, dans la forêt privée, dans les Laurentides, c'est pas rare qu'on tombe sur des empilements de roches ou comment on appelle ça, des clôtures de roches, là. Les gens empilaient les roches, puis ça créait des limites, des clôtures de roches. Fait que, dans le fond, les gens pensent des fois que oh, c'est une forêt mature, c'est une forêt qui n'a jamais eu de perturbation, mais il y a beaucoup, beaucoup de forêts privées qui est issue de l'abandon de l'agriculture. Euh, Dans le fond, dans ces activités de préparation de terrain-là, il y a différents types d'interventions. Il y a du débroussaillement, déblaiement. Dans le fond, c'est quand il y a une certaine présence d'arbustes ou il y a une préparation du sol qui peut être faite. Il y a le déblaiement mécanique. Dans le fond, ça, c'est juste de mettre, en andin la branche. Il y a du déchiquetage aussi qui est possible et le labourage-herçage en milieu agricole. Ça, c'est plus dans les friches herbacées ben, où il y a un labourage-herçage qui peut être fait, là. Fait que, en photo, ça peut ressembler un peu à ça. Vous voyez là à gauche un labourage-herçage en milieu agricole qui a été fait
suivi de l'installation de pays. L'installation de pays, il n'y a pas d'aide financière, par contre, là, c'est aux frais du propriétaire. Ça peut être du pays, là, comme vous voyez là, du pays déroulant, mais ça peut être aussi du pays individuel qui peut être installé. Dans la photo de droite, ben, c'est une mise en andin qui a été faite. On appelle ça un déblaiement. C'était une coupe de récupération. Il y a eu un gros chablis dans une plantation de pin rouge qui a versé à peu près 50% des arbres. Donc, il a fallu récupérer les arbres et mettre toutes les déchets, les branches là, en andin pour planter le maximum d'arbres possible sur la superficie, puis trouver, on appelle ça nous des microsites, ça veut dire des endroits propices pour planter un arbre. Le deuxième sous-groupe au niveau de la remise en production, c'est la mise en terre. Dans le fond, on plante de jeunes arbres qui visent à soit restaurer le couvert forestier en fonction d'objectifs qui peut être variés. Euh, on plante environ entre 300 à 2000 arbres à l'hectare. Ça dépend du type de reboisement. Lorsqu'on fait une plantation en milieu ouvert, par exemple une friche, bien, la densité peut varier entre 1000 et 2000 arbres à l'hectare. Mais quand on plante sous couvert, si on appelle ça plus de l'enrichissement, bien, on va viser de 3 à 500 arbres à l'hectare. Il y a une vérification qui est faite après le reboisement. Ça fait qu'il faut s'assurer que l'arbre n'a pas été trop compacté, ses racines n'ont pas été trop compactées, pardon. Il faut que l'arbre soit le plus droit possible. Il faut qu'il soit bien positionné. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans un microsite propice, à la bonne profondeur et selon un bon espacement, une bonne densité. Fait que ça, c'est un ouvrier sylvicole sont capables, eux, de remplir tous ces critères de qualité-là. Là. Pour les municipalités qui ont de la zone verte sur leur territoire, l'agence ne peut pas financer de reboisement si le ministère de l'Agriculture n'est pas favorable au reboisement. Ça veut dire que si le MAPAC dit non, nous, exemple, cette friche-là, on aimerait que ça reste à vocation agricole, on ne peut pas financer le reboisement, on ne peut pas offrir d'aide financière. Par contre, le propriétaire peut le faire à ses frais s'il veut. Les plans pour le reboisement sont produits là, par les pépinières du gouvernement ou ses fournisseurs. Fait que les producteurs forestiers qui ont un plan d'aménagement forestier, ben, via leurs conseillers forestiers, peuvent avoir accès à des arbres gratuits pour le reboisement ou l'enrichissement de leur terre. Fait qu'il y a 3 types de reboisement. Il y a la plantation, il y a le regarni. Le regarni, c'est soit pour remplacer des arbres qui sont morts ou pour l'enrichissement, c'est plus pour favoriser le reboisement. Là, après, souvent, on fait ça après une coupe partielle en forêt. Ça se fait directement en forêt. Fait que vous avez là en photo différentes formes de reboisement. Vous avez en haut à gauche une plantation de noyer noir d'environ 12 ans. Vous avez en bas une plantation mixte dans un milieu qui est comme un peu plus agricole. Fait que c'est une plantation mixte de feuillus résineux qui a été financée par l'agence. Puis à droite, vous avez un exemple de à quoi ça peut ressembler de l'enrichissement. Ça veut dire qu'il y a eu, dans ce cas-ci, une coupe dans une plantation. C'est ceux qui ont déjà vu des plantations résineuses. Là, souvent, il n'y a pas grand-chose qui pousse en dessous, mais souvent, on peut, après une coupe, là, planter. Dans ce cas-ci, c'était du chêne là, qui avait été planté en sous-couvert. Fait que c'est une forme d'enrichissement, mais ça peut se faire aussi là, dans des peuplements naturels. Exemple, là, suite à une coupe de récupération en forêt naturelle. Fait que ça, c'est pour la mise en terre. Il y a aussi l'autre sous-groupe, l'autre groupe qui est l'entretien de la régénération, c'est-à-dire qu'on va contrôler la végétation pour favoriser la croissance de certains arbres, que ce soit des arbres qu'on a plantés ou des arbres en forêt naturelle. Fait que ça s'applique dans les deux cas, soit en plantation ou en peuplement naturel. On tolère un maximum de 5 à 10 de blessures parce que c'est des travaux qui sont faits mécanisés, là, c'est des travaux qui sont faits
à la débroussailleuse. C'est sûr qu'il peut y avoir des fois des erreurs de l'ouvrier sylvicole, mais c'est un maximum de 5 à 10 de blessures sur les arbres. Il y a différents types d'interventions. Il y a du dégagement. Dégagement, c'est plus du dégagement, ça se fait plus dans un contexte où la compétition est ligneuse, c'est-à-dire arbustive. Puis le désherbage, ben, c'est plus quand la compétition elle est herbacée. Euh, Lorsqu'on fait une plantation, c'est très, très rare qu'elle puisse avoir du succès si on ne fait pas d'entretien. Souvent, ça peut prendre un entretien, deux entretiens, même trois entretiens selon le niveau de compétition, là. Fait que si on veut que la plantation fonctionne, ben, il faut l'entretenir. Il y a d'autres formes d'entretien. Il y a la taille de formation et l'élagage. Par contre, ça, il n'y a pas de subvention disponible pour ça. Et il y a aussi des traitements contre les insectes, maladies ou prévention là, pour la faune. Exemple, ça peut être des protecteurs pour les rongeurs, des protecteurs aussi contre le cerf de Virginie, là, pour pas que les feuillus qu'on a plantés se fassent trop brouter par le cerf. Vous avez deux J'ai types une d'entretien. question. Oui, Par rapport à l'entretien, est-ce que vous faites l'arrosage aussi ou est-ce que l'arrosage ça en fait partie ou c'est pas nécessaire? nous, on ne peut pas financer l'arrosage avec de l'herbicide. Non, de l'arrosage avec de l'eau. Avec, OK. Euh, c'est très, très rare qu'on puisse avoir des sources d'eau suffisantes là, pour reboiser en pleine forêt, là. Fait que c'est sûr, quand on plante en pleine forêt, non, les arbres ne sont pas arrosés. Je vous dirais, même dans les friches, non. C'est très. À moins que le propriétaire soit vraiment motivé et qu'il les arrose lui-même, là. Mais au point de vue opérationnel, là, c'est pas vraiment pensable. Exemple, si on a planté 2000 arbres, là, c'est pas vraiment là, pensable d'arroser ces 2000 arbres-là. Mais dans un contexte plus peut-être là, municipal ou résidentiel, ça peut se faire, là, mais dans le cadre de nos programmes, là, j'ai rarement vu ça. J'ai déjà vu ça, mais c'est rare. OK, merci. Vous voyez, comme au niveau de l'entretien, vous voyez à gauche là, de l'entretien herbacé. Fait que je ne sais pas si vous voyez les petits trucs blancs là, qu'il y a dans le foin. Ben, ça, c'est des feuillus qui ont eu des spirales de protection contre les rongeurs. Mais il y a des anneaux, c'est-à-dire qu'on dégage environ dans un rayon de 60 centimètres chacun des arbres. Puis des fois, il faut le faire 2 fois par année pendant 3 ans pour s'assurer que l'arbre puisse dépasser là, l'herbacé, là. Puis dans la photo de droite, ben, ça, c'est un entretien, plus un dégagement. Ça se fait plus, exemple, quand il y a de la compétition, ça peut être, exemple, de l'érable de Pennsylvanie ou ça peut être des essences là, qui font compétition, soit aux arbres qu'on a plantés ou aux arbres naturels qu'on veut favoriser. Je pense qu'on a une autre question. Oui, j'ai juste une question. C'est quoi le taux de mortalité visé dans vos reboisements au niveau des petits arbres? Certains, il y aura une mortalité, mais je me demandais si vous avez des taux visés ou pas. Euh, les taux visés, tu faisais ce qu'on considère comme étant un succès ou pas, mettons? Exactement, oui. Ben, écoute, la règle générale, là, tu sais, en 80% en montant, on considère que la plantation elle a bien fonctionné. Souvent, en deçà de 80%, ben, on va procéder à un regarni. Mais ça dépend des endroits. Ça dépend aussi de la densité. Tu sais, si tu plantes à 2000 hectares, en considérant que tu peux accepter qu'à 1600 plants à l'hectare, ben, c'est un succès, ben, tu n'es peut-être pas obligé de faire un regarni, là. Ben, nous, là, en haut de 80%, là, on est satisfait, là. Parfait, merci. Mais ça peut, moi j'ai déjà vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était-tu en 2021, en plein mois de mai, une grosse, grosse sécheresse. Euh, Oui, Nous, actuellement, on plante nos arbres au mois de mai et au mois de juin, là. Fait que cette année-là, ça a été vraiment, vraiment, vraiment pas bon là, au niveau du taux de survie, là.
Fait que souvent, ces plantations-là, ils ont été regarnies l'année d'après, là. Fait que il y a un moment critique au niveau de la plantation, là, c'est vraiment la disponibilité en eau et les gros, gros coups de chaleur, là, au mois de juin, là, ça, c'est vraiment pas bon, là, au niveau du reboisement. Merci. Autre groupe, euh, on appelle ça le groupe éducation de peuplement. Dans le fond, l'objectif de ce type de travaux sylvicoles-là, c'est de diminuer l'intensité de la concurrence des arbres d'avenir qui ont été identifiés et sélectionnés pour favoriser leur croissance. Fait que ça se fait souvent, là, ce type de travaux-là, nous, on appelle ça des stades de croissance Gaulier-Perchy, là, mais ça, c'est le jargon forestier, là, mais en fait, ça se fait dans des jeunes forêts qui sont très, très denses. On peut penser des forêts entre 8 et 20 ans. Pour nous, pour un forestier, une forêt de 20 ans, c'est jeune, là. Euh, donc, il y a une forte densité. Si on parle d'à peu près 3500 arbres et plus à l'hectare, on identifie des arbres d'avenir et on essaie de dégager la compétition des arbres d'avenir, d'un certain nombre d'arbres d'avenir à l'hectare. Il y a deux types, on, a- on appelle ça de l'éclaircie pré-commerciale ou intermédiaire. Il y a deux grands groupes d'éclaircies pré-commerciales. Il y a le par puits de lumière ou le systématique avec un espacement régulier. Petite remarque, euh, vos règlements municipaux, selon moi, ne devraient pas nécessairement régir ce type d'intervention-là. C'est une intervention qui ne nécessite pas de machinerie, c'est-à-dire que c'est un ouvrier sylvicole qui fait les travaux soit avec une débroussailleuse ou une scie mécanique. Et le bois, il est trop petit pour être mis en marché. Ça veut dire que le bois, il reste par terre et il se décompose. Il y a certains propriétaires qui peuvent récupérer là, des petites billes là, pour le bois de chauffage. Donc, ce n'est pas nécessairement le type de travaux qui serait, selon moi, à viser par vos règlements municipaux. Parce que c'est des travaux qui se font dans des jeunes forêts sans machinerie, là. Je vais vous montrer en photo qu'est-ce que ça peut avoir l'air là, ce type d'intervention-là. Je pense qu'on a une question. Oui, en fait, cette éducation-là, est-ce qu'elle peut être subventionnée? Peux-tu rentrer dans les financements justement gouvernementaux? Oui, Merci. oui. La plupart de nos subventions, c'est des taux qui sont prédéterminés à l'hectare. Tandis que pour le reboisement, c'est des taux qui sont déterminés euh, euh, aux 1000 plants. Fait que la subvention, exemple, on plante 1000 arbres, on donne une subvention de 60 cents de l'arbre, ben, ça va être 600 pour planter 1000 arbres. Tandis que pour les gammes de travaux, d'éducation de peuplement et l'autre groupe qui s'en vient, c'est des taux qui sont déterminés à l'hectare. Puis ça, il y a une liste, là, je pourrais vous l'envoyer, là aussi, la liste des travaux qui sont financés avec les montants d'aide financière qui sont prédéterminés par le gouvernement du Québec. La liste, il y a beaucoup, beaucoup de choses là, qui sont financées. Moi, je vous présente des grands groupes, là, mais ça se subdivise en plein, plein de sous-activités qui sont dépendantes là, du type de forêt qui se retrouve chez un propriétaire. Pour ce qui est des travaux d'éducation de peuplement, ce que vous allez plus voir dans la région des Laurentides, c'est l'éclaircie pré-commerciale par puits de lumière. On est une région majoritairement feuillue, surtout dans le sud, un peu moins feuillu dans le nord, mais il se fait quand même ce type d'intervention-là. Donc, on identifie là, environ là, de 3 à 500 arbres d'avenir à l'hectare. Puis l'objectif, c'est d'obtenir, si vous voyez, ça peut ressembler à la photo à gauche en haut, là, fait que c'est une forêt qui est super, super dense. On identifie soit avec du ruban ou avec un trait de peinture les arbres qu'on veut favoriser. Puis l'ouvrier passe ensuite. Lui, son objectif, là, c'est que la tête de l'arbre
On appelle ça, nous, un puits de lumière. C'est que la tête de l'arbre soit complètement dégagée ou à peu près le trois quarts de la tête de l'arbre soit dégagée pour qu'il bénéficie de lumière le plus possible, hein. Les jeunes forêts, là, ils se font compétition beaucoup pour avoir accès le premier à la lumière. Il y a aussi les ressources qu'il y a dans le sol. Puis il y a certaines essences qui sont une croissance plus rapide. Ça veut dire qu'eux, ils ont absolument besoin de la lumière pour s'installer. Fait en appliquant, en choisissant les tiges d'avenir, on peut choisir de la composition future de la forêt. Exemple, souvent dans ce type d'intervention-là, on va favoriser tout ce qui est feuillu, on appelle ça, nous, les feuillus nobles, érabasuc, cerisier tardif, les chênes, bouleau jaune, érable rouge, etc. Là. Fait que souvent, ça va être les arbres d'avenir qu'on va vouloir favoriser au détriment, exemple, du peuplier, qui est une essence de lumière, hein. L'autre volet de l'éclaircie pré-commerciale, c'est plus au niveau systématique. On en fait un peu moins dans la région, on en fait quand même dans le nord un peu. Ben là, au lieu d'avoir une tige aux 5 mètres, on fait un halo de lumière, ben là, on veut régulariser plus l'espacement entre les tiges. Ça se fait surtout dans les peuplements de conifères, là, épinettes, sapins, mélèzes. C'est plus le type d'intervention qu'on va faire. Le dernier groupe, là, on est dans les traitements commerciaux. Pourquoi, dans notre jargon, on appelle ça des traitements commerciaux? Ça veut simplement dire que le bois a une dimension suffisante pour être mis en marché. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui sont disponibles là, pour le bois qui est coupé. En gros, l'objectif, c'est de récolter une partie des arbres marchands pour favoriser soit la croissance des arbres résiduels, la croissance de la régénération, l'installation de la régénération ou l'amélioration de la composition ou de la vigueur du peuplement. La majorité des interventions qui sont faites dans la nausière, c'est de la coupe partielle, de la coupe sélective. C'est les activités qui sont réalisées sur le territoire. Les prélèvements varient entre 20 et 50 de la surface terrière, sauf certaines exceptions. Là, je n'ai pas nécessairement le temps de vous expliquer c'est quoi une surface terrière, là, mais en gros, ça peut être entre 20 et 50 des arbres, là. Dans les érablières situées en zone verte, pour ceux qui ne le savent pas, la Commission de la protection du territoire agricole désire protéger la vocation acéricole de ces érablières-là, même s'ils ne sont pas en exploitation. Donc, si on veut faire des interventions en érablière sans devoir demander une autorisation de la CPTAQ, il faut s'assurer de faire un prélèvement de 25 maximum dans les érablières qui sont en bonne santé, mais on peut aller jusqu'à 35 dans les érablières dégradées. Puis ça, il y a des critères là, plus techniques, là. Je ne vous présenterai pas les critères vraiment techniques. Alors, si votre règlement indique que dans les érablières en zone verte, ça vous prend absolument une autorisation de la CPTAQ, bien, ce n'est pas ça que le règlement provincial il dit. Il dit que si tu veux aller au-delà de 25 de prélèvement dans des érablières ou 35 dans des érablières dégradées, ça te prend un certificat d'autorisation. En bas de ce seuil, tu n'es pas obligé d'avoir un certificat d'autorisation. Bon, dans pas mal tous ces types de traitements-là, il y a une surface terrière minimale à respecter. Ça veut dire, après traitement, il faut que tu aies un certain nombre d'arbres bien répartis sur pied. On tolère un maximum de 10 de blessures aux arbres résiduels et une occupation de 20 de sentiers. Là, les sentiers, on parle des sentiers qui ont servi
pour le débardage du bois, là, pour sortir le bois. Et la plupart de nos interventions, on vise à augmenter ou maintenir la vigueur des arbres. Nous, on a un système de classification des arbres, là. En fait, il y en a deux systèmes de classification des arbres. Exemple, si avant les travaux, on a 50% des arbres qui ont une vigueur, une bonne vigueur, ben, après travaux, il faut qu'il y ait encore 60% des arbres qui ont une bonne vigueur ou plus. Il y a différents types de travaux. Ça, c'est un peu notre jargon, nous, là, mais euh, en gros, retenez coupe partielle, mais qui peut être décliné en différents types d'appellations. Euh, Éclaircie commerciale, coupe de jardinage, coupe progressive, coupe de récupération. Ce sont tous des types de travaux. Moi, si je vous dirais dans votre règlement d'abattage, c'est plus facile pour vous d'y aller en deux régimes, coupe partielle, coupe totale. Et pas d'aller vraiment définir chaque type de coupe, là, euh, de coupes sélectives qui sont possibles, là. La plupart de nos interventions aussi se font avec martelage. Martelage avec marquage. C'est du marquage des arbres à enlever. Fait que dans le fond, c'est un trait de peinture qui indique aux entrepreneurs, aux propriétaires, aux ouvriers sylvicoles, les tiges à enlever. Fait que si je vous montre, dans le fond, ça, dans le fond, c'est différents types de travaux commerciaux. En haut à gauche, c'est une forêt qui n'a pas été aménagée, où le taux de mortalité est assez élevé, où la croissance des tiges et des arbres est quand même assez lente. Puis à droite, vous voyez une forêt qui a été aménagée. Et en bas, ben, vous voyez une forêt qui a été mal aménagée. Fait en haut à droite, c'est une coupe sélective qui a été faite. C'est quelques années après la coupe sélective. Et en bas, c'est aussi une coupe sélective, mais faite à l'envers. Au lieu de prélever les arbres en fonction de la vigueur, ben, il y a eu un prélèvement des arbres qui avaient une bonne vigueur. Fait que si on regarde chacun des types de coupes, vous avez l'éclaircie commerciale, on aurait pu appeler ça éclaircie tout court, là. Ça se fait principalement dans les peuplements forestiers où les arbres ont sensiblement le même âge. C'est-à-dire qu'ils ont tous poussé en même temps. Et ils se font compétition un et l'autre. Dans ce type de coupe sélective-là, on vise à 30 à 40 de la surface terrière répartie uniformément. C'est-à-dire qu'il y a environ 30 des arbres qui sont prélevés, répartis uniformément. Fait que vous avez l'image en dessous. Fait qu'on va commencer par les arbres qui sont en train de mourir, les arbres qui ont un défaut, les arbres qui ont un champignon, les arbres qui ont une fente de gel, les arbres qui ont une pourriture ou à la souche. Fait que souvent, c'est les arbres qui vont être identifiés, marqués par le technicien forestier ou l'ingénieur forestier. La coupe de jardinage, elle se fait, c'est un peu le même principe, mais elle se fait dans une forêt où les arbres n'ont pas le même âge et n'ont pas la même vigueur. Fait que l'objectif, là, c'est entre 20 et 35 des arbres répartis uniformément. Encore une fois, on va commencer par les arbres qui sont en train de mourir, les arbres qui ont un défaut, une maladie ou autre, mais là, on va enlever des arbres dans chacune des classes d'âge pour assurer le maintien une diversité d'essence, mais une diversité d'âge dans le peuplement forestier. Je vais juste regarder l'heure, il me reste 20 minutes. Coupe progressive. Coupe progressive se fait aussi dans un peuplement forestier où les arbres ont sensiblement le même âge. L'objectif n'est pas seulement de favoriser la croissance des arbres qui restent, mais l'objectif aussi, c'est de régénérer le peuplement forestier. Fait qu'on maintient des arbres.
On vise entre 30 et 50 de prélèvement, puis on maintient un minimum d'arbres semenciers. Fait que les arbres qui sont sur pied, on veut qu'ils régénèrent le sous-couvert. Fait que ça peut se faire par étapes, soit on maintient toujours un couvert forestier. Fait qu'il y a une première coupe, une deuxième coupe, il y a toujours un couvert forestier, mais ça peut aller jusqu'à la deux ou la troisième coupe où on considère que la forêt est suffisamment régénérée, puis là, il y a une coupe finale qui est faite. Quatrième type de coupe qu'on voit de plus en plus dans les Laurentides dans les dernières années, c'est la coupe de récupération, malheureusement, qui se fait en cas de Chablis. Chablis, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, en gros, c'est quand il y a un gros coup de vent qui fait tomber beaucoup, beaucoup d'arbres. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu le derecho en 2022, je pense que c'était en 2022. Il y a eu un gros, gros, gros couloir de vent là, qui a passé dans la région, là, Huberdeau, Tremblant, euh, je pense que ça a même monté un peu plus haut, ça a descendu aussi là, dans le coin de euh, Mont-Blanc, puis c'est allé aussi jusque dans le sud de la Naudière. Fait que là, il y a eu beaucoup, beaucoup de coupes de récupération après Chablis. On voit aussi beaucoup, beaucoup de coupes de récupération suite à l'attaque de la maladie corticale du hêtre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. La photo de gauche, c'est un arbre, c'est un hêtre à grande feuille qui est atteint par la maladie corticale du hêtre. Ça, c'est une maladie qui se répand à vitesse grand V dans les Laurentides dans les dernières années, où il faut réagir assez rapidement parce que lorsque le hêtre est atteint par cette maladie-là, surtout le stade là, que vous voyez à l'écran, là, où vous voyez des taches là, orangées, l'arbre, c'est pas long là, qui se dégrade, qui meurt, et même des fois, il est trop tard, le bois peut même pas être récupéré, là. La grille du frein, photo de droite. Je pense qu'il y en a qui l'ont vécu sur leur territoire. La grille le frein dans les Laurentides est soit déjà tout mort dans le sud ou est en train de mourir dans le nord. Euh, Malheureusement, le frein était présent un peu partout en région, qui était une essence qui était souvent qui accompagnait dans les érablières. Ben là, ils sont tous en train de mourir. Fait qu'il y a des travaux de coupe de récupération. Fait que vous voyez que ça peut avoir l'air, là. Il y a une coupe ici, là, en bas, à droite. Là, ça, c'est une coupe de récupération suite à la maladie corticale du hêtre. Fait que des fois, ça peut paraître, là, ça peut être des interventions assez majeures, là, quand il y a beaucoup, le hêtre occupait beaucoup de superficie, là. Euh, Coupe d'assainissement. Coupe d'assainissement, c'est une coupe à prélèvement très faible, moins de 30, de 20 irrégulier. Fait que ça peut être le prélèvement de certains arbres morts ou dépérissants. Euh, Ce type de coupe-là ne peut pas, on ne peut pas donner de subvention pour ce type de coupe-là. Si votre règlement dit, par exemple, sur notre territoire, seule la coupe d'assainissement est possible, ben là, dans le fond, les propriétaires forestiers sur votre territoire ne sont pas admissibles au programme d'aide. Fait que ça revient un peu à dire ça. Mais dans notre jargon, nous, la coupe d'assainissement, c'est une coupe très, très, très légère qui se fait de façon assez dispersée. La coupe de succession, j'ai dit tantôt qu'une bonne partie des Laurentides est issue de l'abandon de l'agriculture. Vous avez beaucoup, beaucoup ce type de forêt-là dans les Laurentides, c'est-à-dire souvent c'est un couvert d'arbres dominants. Souvent, ça va être du peuplier qui va être le couvert dominant. Fait que le peuplier pousse assez rapidement. Euh, Par contre, sa durée de vie est assez limitée, là. 50, 60 ans, commence à dépérir. Donc, l'objectif de cette coupe-là, c'est d'enlever le couvert dominant pour favoriser une régénération qui est déjà présente. Là, les images sont un peu floues, mais ça peut ressembler à ça, une coupe de succession. Évidemment, tu sais, c'est des interventions humaines dans des milieux naturels. C'est pas, il peut avoir des impacts. Il peut avoir, par contre, des mesures d'atténuation qui sont apportées lors des travaux.
Au niveau de la perturbation des sols, il y a certains endroits où la coupe d'hiver est privilégiée ou la coupe en période d'étiage, là, ça veut dire où le sol est assez sec pour que la machinerie puisse bien porter là, bien porter par le sol. Euh, S'il y a des ornières, les ornières peuvent être réparées. On peut installer des pontages aussi. Dans certains milieux, ils appellent ça des fascines. Ça veut dire, vous voyez la photo là, dans le milieu où on appelle ça une traverse temporaire. Fait que c'est du bois qui est empilé pour traverser un petit cours d'eau. On ne fait pas ça dans des gros cours d'eau. Fait que le sol est assez gelé pour porter la machine. Puis à la fin des travaux, ben, avec une pince, les arbres sont tout simplement enlevés à la fin des travaux. La majorité des travaux de coupe sélective dans les Laurentides se font l'hiver. Se fait l'hiver plutôt. Milieu sensible. On peut délimiter et appliquer des mesures de protection. Fait que souvent, dans le cas des travaux, si exemple, ils ont un milieu humide, on peut, où la récolte n'est pas possible, ben, il peut y avoir une délimitation avec du ruban sur le terrain pour indiquer aux ouvriers de ne pas traverser ce milieu humide-là. Encore une fois, l'intervention en hiver, là, il y a des milieux humides, boisés, où les interventions sont possibles, mais seulement en hiver. Et les traverses de cours d'eau là, qui peuvent être installées selon les saines pratiques. Au niveau des paysages, euh, qui est une préoccupation beaucoup du monde municipal, le maintien des paysages. Quand on parle de coupe partielle, ben, souvent il y a un couvert permanent, là. L'impact visuel est assez faible, assez modéré suite à une coupe partielle. Puis le couvert forestier se referme assez rapidement. Là. Si vous voyez la photo aérienne en haut, ben, ça, c'est ce que ça a de l'air, la vue du ciel, une coupe aérienne, une coupe sélective plutôt, là, quelques années après la coupe. Euh, Au niveau des débris, on entend souvent des propriétaires qui sont très soucieux des débris. Parce que c'est sûr que c'est pas tout l'arbre au complet qui peut être vendu à des usines. Souvent, il reste de la branche au sol. Les propriétaires, ça peut être un irritant. Il y a pour certaines municipalités aussi, mais dites-vous que c'est un irritant, ça, pour l'œil humain, là. Ces débris-là se décomposent, enrichissent le sol, peuvent même servir d'abri faunique, peuvent favoriser l'obstruction visuelle. Là. La petite faune aime beaucoup être cachée, donc pour eux, c'est pas nécessairement un enjeu. C'est plus au niveau esthétique, au niveau visuel, que certains peuvent être choqués là, par la présence de branches. Mais quelques années après la coupe, là, souvent, là, la branche est complètement décomposée. Là. Ils dans certains cas, il peut y avoir du broyage de déchets de coupe. Par contre, c'est extrêmement coûteux. Ça peut se faire souvent sur le bord des sentiers. Par contre, c'est très, très, très coûteux. Puis souvent, c'est peut-être pas nécessairement utile. Là. Je parlais de changement climatique tantôt. On est pris pas mal là, avec les changements climatiques. Ils peuvent avoir des interventions qui peuvent être en réaction au changement climatique. On fait depuis quelques années des trouées, des coupes par trouée. Tu sais, il peut y avoir un secteur où la forêt est complètement affectée par certaines maladies ou par du chablis, mais on peut faire des coupes. En fait, c'est des mini-coupes totales. Là. La trouée que vous voyez en haut à gauche, c'est le 0,1 hectare. Là. Ça, on parle de 1000 mètres carrés. Puis ensuite, ben, on peut reboiser. Fait que c'est en bois. En bas, vous voyez une trouée qui a été reboisée en pin blanc, en chêne rouge et en cerisier tardif. Donc, ça peut donner ce genre de résultat-là. Il peut aussi avoir des mesures d'atténuation pour la faune. Exemple, on peut identifier certains arbres vétérans sur le terrain à protéger.
Ils peuvent être identifiés avec un trait de peinture. On peut maintenir aussi des chicots, des arbres avec des cavités, des arbres qui sont très utiles pour les oiseaux, etc. Je vais terminer avec celle-ci. C'était juste pour vous montrer, dans les cas de coupe, les travaux de coupe, il y a deux grands groupes. Il y a les travaux manuels et les travaux mécanisés. Travaux manuels, ça veut dire que l'arbre est abattu par un homme avec une scie mécanique. Et travaux mécanisés, ça veut dire que l'arbre est abattu avec une machine avec une tête à scie. Fait que quand vous entendez ces deux grands termes-là, c'est à ça qu'on fait référence. Le bois peut être sorti avec, exemple, un tracteur avec une chargeuse, avec une débusqueuse à câble, ou un porteur forestier là, que vous voyez en bas à droite, euh, qui est souvent associé à la présence d'une abatteuse multifonctionnelle. Ça veut dire euh, euh, la machine que vous voyez sur la photo en haut à droite. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Euh, je serais pas mal rendu à la période des questions. On est pas mal dans les temps. Je peux peut-être arrêter la présentation. Voilà. Comme je disais, c'est sûr, c'est un survol, là. On pourrait faire une version longue là, de Foresterie 101, là, s'il y en a qui seraient intéressés, là, vous pouvez quand même manifester votre intérêt à avoir une version longue là, pour en apprendre un petit peu plus sur la forêt, les différents travaux, etc. Mais là, est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation? Il y a Madame McCarthy. Oui, ben en fait, moi, je me demande quand on constate, exemple, une coupe forestière qui semble avoir été proche d'un ruisseau qui a été identifié à l'origine et tout ça, est-ce qu'on peut communiquer avec l'agence? Parce que souvent, ben, tu sais, moi, là, c'est comme plus un citoyen, là. Euh, j'ai communiqué avec la municipalité en question, il n'y a pas eu d'intervention et tout ça. Est-ce que l'agence pourrait intervenir dans ce type de coupe forestière-là aussi pour aller valider la conformité des travaux? Oui, si c'est des travaux qui sont faits dans le cadre de notre programme, oui. Mais Merci. si c'est des travaux qui sont, exemple, tu sais, qu'on n'a aucun lien, c'est pas notre mandat à nous, là. OK, mais si, exemple, je ne le sais pas, je pourrais communiquer avec l'agence, puis vous pourriez dire si oui ou non vous avez été embarqué dans ce dossier-là ou pas. Absolument. Excellent. Madame Ayotte. Oui, merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup. Puis j'ai une question là, concernant une de vos dernières diapositives concernant l'adaptation au changement climatique. J'ai pas trop compris l'exemple des trouées et enrichissement. Qu'est-ce qu'on veut dire avec l'adaptation au changement climatique? Ça peut arriver, par exemple, dans certains peuplements forestiers, je peux prendre un exemple plus particulier. Là, la photo que tu as vue en haut à gauche, là, elle n'est plus là, mais je peux la remettre si tu en as besoin. C'était un secteur de la forêt qui était dominé par le hêtre à grande feuille, qui était tout atteint par la maladie corticale du hêtre. Donc, on ne pouvait pas nécessairement faire une coupe sélective là, bien dispersée, là. Fait que c'était comme un secteur où il fallait prélever tous les arbres, mais qui n'y avait aucune régénération. Fait que là, on a dispersé des trouées, par exemple, sur 20 de la superficie qui était atteinte ou plus atteint par la maladie corticale du hêtre. Fait que c'était des trouées soit en forme circulaire ou des fois, on en a fait aussi en forme plus carrée, qui était délimitée. Ça fait des mini coupes à blanc. Puis ensuite, on arrive le printemps suivant, puis on va reboiser des arbres. Puis dans ce cas-ci, on a essayé toutes sortes d'arbres, là, mais dans ce cas-ci, c'était la photo du bas que j'ai montré. Il y avait du chêne rouge, du cerisier tardif, puis du pin blanc. Fait que c'était comme une coupe adaptée en réaction à l'effet, mettons, des changements climatiques. Mais on l'a aussi fait aussi dans des cas de chablis. Ouais, Des fois, OK. ça peut être des chablis, ça peut arriver, tu sais, c'est un long corridor de vent où tous les arbres sont tombés, mais ça peut arriver, des fois, c'est juste des pochettes. Des fois, ça peut être des mini-tornades, là. Mhm. Il y a juste une pochette d'arbres où tout est tombé, mais alentour, oui, c'est pas nécessairement tout tombé. Fait que tu peux faire une coupe
de récupération normale, entre guillemets, puis à certains endroits, ben, oups, ça forme une trouée. D'accord, je comprends. Merci. Monsieur Larrivée. Oui, bonjour, je suis de la MRC de Papineau comme ingénieur forestier. OK. Je me demandais, dans votre secteur, combien de municipalités exigent une prescription sylvicole avant d'émettre un permis d'abattage? Pour le secteur que vous couvrez? Je pourrais pas répondre, je pourrais pas te donner un nombre exact, là. Il y a 76 municipalités. Il y a la MRC Antoine Labelle qui ont un règlement uniforme pour toute la MRC, sauf Nominine. Fait que pour eux, je crois qu'ils demandent une prescription sylvicole. Je peux me tromper. La MRC d'Argenteuil qui ont un règlement qui est quand même assez uniforme là, partout. Je crois aussi qu'ils demandent une prescription sylvicole, mais les autres municipalités, d'après moi, ça dépend des municipalités. Fait que j'ai pas de chiffre à donner, là. Il faudrait vraiment que je regarde les 76 règlements municipaux pour te répondre à cette question-là, qui est un exercice assez énergivore, là. Ouais, je vais t'épargner ça, je t'en remercie. Il y avait une question de Strength. Est-ce que je dis bien le nom? Oui, c'est Trent. OK. Au niveau des interventions forestières pour la maladie au hêtre, Ouais. nous, on a un secteur ici qui était coupé à blanc dans les années 50, puis c'est majoritairement du hêtre qui a repoussé dans le secteur. On OK. passe sur plusieurs kilomètres carrés. Ah oui. Ces journées-ci, on a beaucoup de hêtres qui sont morts, beaucoup d'interventions par les citoyens privés qui font chez eux, soit pour un ou deux arbres ou la grandeur. Le problème qu'on va avoir, que je prévois dans le futur, c'est d'ici 20 ans, il n'y aura pas beaucoup de régénération dans le forêt si c'est uniquement du hêtre. Y a-t-il des ressources pour des municipalités de même pour venir aider nos citoyens qui n'ont pas des grands terres, mais que, genre, si tu mets plusieurs terres de 1 hectare, genre, dos à dos, là, on arrive avec des grandes superficies, mais c'est pas toujours le même terrain parce que c'est une zone plus résidentielle. Y a-t-il des ressources de même pour nous aider à offrir des bonnes solutions à nos citoyens puis nous aider à comme, combattre un peu cette épidémie-là qu'on a? Mm. Si le propriétaire il a 4 hectares et plus à vocation forestière, ben là, il peut avoir accès au programme d'aide. Mhm. Fait qu'il peut avoir de l'aide pour récupérer les arbres affectés, puis il peut avoir aussi des arbres qui peuvent être fournis gratuitement, puis que lui pourra, mettons, planter là, un petit peu partout sur sa terre, là. Par OK. contre, pour les petits propriétaires, ceux qui ont en bas de 4 hectares ou les propriétaires résidentiels, il n'y a pas nécessairement de ressources là, au niveau soit d'aide financière ou de l'aide du soutien technique d'un professionnel. Il n'a pas nécessairement. C'est sûr qu'il peut toujours le demander lui-même puis payer les services, exemple, d'un ingénieur forestier de sa poche. Il peut aussi acheter des arbres dans des pépinières privées, là, mais malheureusement, non, c'est inscrit comme dans la loi, là, c'est 4 hectares et plus là, pour avoir accès au programme. Puis avez-vous vu ça dans le passé où des municipalités font affaire avec des ingénieurs forestiers pour des petits terrains de même pour leurs résidents? Genre, on regroupe un secteur en total puis on fait affaire avec. Avez-vous vu ça dans le passé? Comme, J'ai déjà vu ça, mais pas souvent. pas souvent, OK. Ouais, pas souvent. Parfait, merci. Robin, Oui, salut Benoît, salut. tu m'entends? Oui. Oui, merci pour la présentation, Benoît. Dans ton description de territoire, ton PPMV, Oui. avez-vous votre récolte, possibilité de récolte annuelle, votre possibilité annuelle pour le territoire? Puis c'est quoi, comme c'est là les dernières années, au niveau de la récolte, puis pourcentage du possibilité annuelle? Euh, on a fait le dernier calcul, on l'a fait en 2014. On est en train de refaire le calcul en ce moment. On a les résultats préliminaires, mais mettons qu'on se base sur le calcul de 2014. On avait une possibilité forestière d'environ, si je me souviens bien, 1,2 million de mètres cubes par année. Fait qu'il y a à peu près, je te dirais, 490 hectares de forêt privée, 490 000 hectares, là. Fait qu'en moyenne, ça donnait tu sais, un accroissement de 2,4 mètres cubes par hectare par année. Donc, une possibilité de 1,2 million
de mètres cubes juste en prélevant les intérêts, si on veut, la croissance, là. Fait que ça, c'est le dernier calcul. Puis la récolte moyenne, je te dirais, mettons, des 5 dernières années, ça, c'est la mise en marché, c'est environ 130 000 mètres cubes. Fait qu'on est à 10 de la possibilité, plus la boîte de chauffage. Fait que, tu sais, mais, je sais pas, mettons, un 100 000 mètres de boîte de chauffage, là, autant les propriétaires qui, leur usage personnel, ça peut être aussi des volumes plus considérables en bois de chauffage, mais on estime environ 100 000 mètres. Fait que, tu sais, on est peut-être à 20 peut-être là, de récolte de la possibilité forestière. OK. Merci, Benoît. C'est quand même intéressant. C'est une grosse volume possible annuel quand même, les Laurentides de la Laudière. Oui. Intéressant. Ouais. Merci. Je ne sais pas si ça peut aider pour la question précédente. Moi, j'ai un dénommé Gabriel Bonneau qui a communiqué avec la municipalité de Lantier, qui fait partie du Brickman et Association de la reforestation. Moi, il m'a communiqué pour voir si j'avais pas des regroupements de propriétaires qui seraient intéressés à utiliser des subventions. Je sais pas si, moi, il m'a appelé l'année passée, là, au mois de novembre, là, puis nous, sur notre terrain, on n'a pas vraiment de territoire à reboiser, là. Mais je sais que Brickman, B-R-I-N-K, M-A-N, serait comme une association. Ils font affaire avec l'association de reforestation. Je ne sais pas Ah, si vous connaissez ça, vous, au niveau de non, l'association, là. non, ça me dit rien, là, Eux, ils venaient plus de la Naudière. Donc, ils m'avaient vraiment appelé pour chercher des espaces à reboiser, là, financés par des organismes fédéraux. Lui, il cherchait des espaces à reboiser, mais OK, pas des anciennes carrières, pas des anciennes sablières, là, pas des endroits où il y a eu de l'exploitation commerciale, mais OK, plutôt des endroits privés là, qui cherchent à reboiser, mais qui essayent de trouver des financements. OK, ça me dit rien. Je sais que le jour de la Terre, là, eux, ils cherchaient des superficies pour le reboisement. Mais cet organisme-là, ça me dit rien. Mais ça se peut. Ça se peut qu'il y ait, Reforestation. Tu sais, si je regarde sur Google, là, ça existe, là, c'est B-R-I-N-K-M-A-N, reforestation. OK. Fait que, Ah, après ça, je ne sais pas dans quelle région ils travaillent, mais je sais que nous, ils nous avaient contactés là, pour voir si c'était quelque chose qui nous intéressait. OK. Voilà. On va faire des petites recherches. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Robin, c'est une vieille main? Oui. Pas d'autres questions? Ben, écoutez, merci de. Je pense que Karine, tu voulais faire un petit mot de clôture. Moi, je veux juste vous remercier pour votre participation. On est en réflexion en ce moment. Là, vous voyez, c'est comme la deuxième activité forêt privée municipalité qu'on organise. On est comme en réflexion pour, euh, pour faire des activités qui vous concernent là, annuellement. Tantôt, je vous parlais de Foresterie 101 version longue là, qui pourrait être possible là, au niveau du monde municipal. Des visites terrain, peut-être par MRC, qui pourraient être intéressantes. On va former là, bientôt un comité forêt privée MRC. Là, j'en ai parlé tantôt là, au niveau pour la rédaction et la révision du PPME. Fait que je ne sais pas, toi, Karine, si tu avais. Oui, merci. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour ce super webinaire. Merci à vous aussi, les participants. J'ai omis en tout début de faire mes salutations aux élus qui sont présents. J'ai noté Déric Dagenet-Guy, qui est conseiller à la municipalité de Saint-Adolphe-de-Ward. Il y a aussi Frédéric Brouet. Je pense qu'il n'est pas là, mais bon, je le salue au cas où. Et voilà, ceux et celles qui se sont inscrits à la visite terrain qui va avoir lieu à la Maison de Soma le 5 février. N'oubliez pas, là, si vous avez vos équipements, apportez casque et dossard. Sinon, si ce n'est pas fait, envoyez-moi un petit courriel pour me dire que vous avez besoin d'équipement. Si c'est déjà fait par le formulaire, c'est correct, c'est déjà comptabilisé. Et puis sinon, sinon, c'est ça. C'est ça. On va continuer
à travailler pour faire des suites. On veut continuer à vous impliquer, le monde les municipalités, les MRC. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis vraiment un point central, là. Si jamais vous avez des commentaires, des recommandations, vous aimeriez en savoir davantage sur un sujet en particulier, faites-moi connaître vos besoins, puis on va, avec la signature de Laurentide et nos autres partenaires, là, on va s'assurer de pouvoir essayer de combler vos besoins là, tant au niveau des connaissances que d'autres. Alors, sur ce, moi, j'ai terminé. Et puis, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Bye. à vous. Merci.